C'est parti. C'est parti pour moi. Ok, super. Eh bien, bonjour à tous et bonjour Chloé. Bonjour, merci à tous d'être là. Je crois que ouais. Le but, ça va être de présenter un peu Chloé, de voir ce qu'elle fait, son parcours et d'interagir. On est assez peu, donc ça va être cool. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait essayer de les poser à l'oral si jamais ça passe, et sinon à l'écrit, et moi je les reprendrai pour les poser à Chloé. Je pense qu'il y a plein de choses à aborder. On va essayer de voir tout en détail. Et merci à Magali d'avoir organisé ça parce que c'est toujours cool pour glisser un petit mot, d'avoir des interviews et des retours d'entrepreneurs parce qu'on est généralement un peu seul quand on est entrepreneur. On aime bien savoir comment font les autres. On aime bien leur poser des questions sur nos problématiques pour avoir un retour. La boîte de Chloé est quand même assez ouf avec le nombre d'employés et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense qu'on va apprendre des choses et c'est aussi le but ici. Voilà, et je vous propose de commencer. Et déjà, Chloé, mais qui es-tu? Et merci Vincent de prendre ce temps et de jouer le monsieur loyal. Je trouve que c'est assez cool et assez courageux de faire ça à de nombreuses reprises en plus. Donc, merci beaucoup. Alors, qui je suis? J'ai 35 ans. Je suis une femme entrepreneur et j'ai une spécificité, on va dire, dans la construction de business model vertueux. C'est comme ça que je définirais mon boulot aujourd'hui. Tu peux parler un peu de ton parcours, genre quelle étude tu as faite et jusqu'à arriver à Fleur d'ici? Oui, alors j'ai un parcours classique du point de vue des études avec une école de commerce. J'étais plutôt bonne élève, prépa, spécialisation ensuite marketing. Et ensuite, j'ai bossé dans l'industrie et dans la grande distribution. Donc dans l'industrie, j'ai bossé chez Akzo Nobel, qui est un très gros chimiste et qui fait de la peinture notamment. Et chez Essilor, qui fait des verres de lunettes pour les myopes du groupe, vous connaissez certainement. Et puis ensuite, j'ai bossé dans la distrie et j'ai passé pas mal de temps chez Leroy Merlin. Et ton boulot, c'était quoi? Et donc, j'ai eu un boulot qui était double, parce que j'ai fait plusieurs postes. Et donc, il y avait une phase terrain qui m'a vachement marquée. Et une phase ensuite un peu plus headquarters au sein de la centrale d'achat. Et donc, ça permet de voir un peu comment fonctionne une chaîne complète du produit jusqu'au consommateur. Ces phases terrain, elles ont été, cette phase terrain-là a été hyper importante du point de vue on va dire, d'un truc qui est très important pour moi aujourd'hui, qui est la notion de volume. C'est-à-dire, quand on a bossé dans la grande distrie, on sait ce que c'est que de gérer des grosses quantités vite. Donc, c'est intéressant après pour monter des modèles qui puissent être un peu dimensionnés. Et sinon, la petite spécificité aussi, c'est que j'ai passé pas mal de temps quand j'étais étudiante à travailler dans des boutiques de fleurs. Ça, c'était vraiment, on va dire, à l'époque complètement à côté de mon parcours. Puis finalement, on voit que les choses finissent par se retrouver. Mais ouais, j'avais bossé dans des boutiques de fleurs, ce qui m'a permis de voir comment ça se passait, là, pour le coup, sur des plus petites unités avec des artisans. Et comment fonctionne le commerce d'un artisan, ce qui est ultra important pour moi aujourd'hui dans le métier que je fais. Donc, tu étais plutôt chez Leroy Merlin, logistique et achat. C'était ça ton boulot? Ouais, et marketing, c'est-à-dire aussi Et construction marketing. des gammes. Et en fait, comment tu te débrouilles pour que les constructions de gamme que tu fais n'occasionnent pas trop de complexité au niveau logistique. Parce qu'en fait, bien souvent, les problèmes logistiques, ils viennent de problèmes marketing mal géré au départ, et puis de relations et achats aussi, parce que c'est relations avec les fournisseurs aussi qui peuvent vraiment souvent faciliter énormément les choses ou les compliquer si on ne s'y prend pas très bien. Voilà. On est en quelle année? Ta dernière année de Leroy Merlin, c'est quoi? C'était 2016. 2016. Ouais. 2016, il se passe quoi pour toi? Et 2016, oui, alors voilà, donc du coup là, on va parler plutôt un petit peu plus perso. Je suis aussi la maman d'un petit garçon qui est né en 2016, donc évidemment, c'est une année importante pour moi. Et une année
de déménagement. Déjà, c'est le moment où je suis venue m'installer au Mans. Et puis, une année pendant laquelle on se dit, OK, c'est assez classique, hein, on a tous eu, mais pas forcément la naissance d'un enfant, mais on peut avoir une phase dans sa vie qui fait qu'on se pose 2-3 questions et puis on a l'occasion surtout de faire une pause. Ça peut être aussi à la faveur je sais pas, n'importe quoi, d'un voyage ou n'importe quoi. Et en tout cas, ça permet de se prendre un tout petit peu de recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a déjà fait pendant un certain nombre d'années, sur ce qu'on sait faire vraiment, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à d'autres. Et du coup, c'est intéressant. Vincent, on a discuté récemment de ce que toi tu fais aussi et comment tu récupères de ton activité précédente un corpus de connaissances et de choses que tu as comprises et qu'ensuite tu cherches à les mettre à disposition d'autres acteurs qui, par leur histoire, par l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, n'ont pas eu accès pour l'instant à ce genre de choses. Et ça, c'est un peu ma démarche, c'est-à-dire comment on fait pour récupérer notamment des outils de la grande distrie ou de l'industrie et comment on les met à disposition d'acteurs qui aujourd'hui sont plus petits, assez isolés, mais qui, les uns à côté des autres, peuvent représenter une force qui est démentielle, quoi. Donc, en l'occurrence, c'est des acteurs de l'agriculture ou des acteurs de l'artisanat, du commerce de centre-ville. Et donc 2016, en gros, tu démissionnes, tu t'arrives au Mans et donc tu fais le bilan de ta vie. Et ouais. il se passe quoi? Tu rencontres quelqu'un Et ou au comment même ça se moment, passe? en fait, tout ça, j'ai rencontré mon associé, qui est donc, Hortense, qui est mon associé aujourd'hui. Et en fait, j'ai entendu parler d'elle, on ne se connaissait pas du tout, on vient de mondes très différents. J'ai entendu parler d'elle dans la presse. Elle était interviewée dans le magazine Oui Demain, qui est, que vous connaissez sûrement autour des nouvelles économies, comment on peut faire pour le côté un petit peu innovation, toujours lié à un contexte économique. J'aime bien. Et donc, je lis dans Oui Demain qu'il y a une personne qui s'est attaquée à la question des filières en circuit court, de la relocalisation de l'économie au sens large et qui démarre par la fleur. Et je me dis que effectivement, moi, le métier d'acheteuse, en plus centrée à l'époque sur une partie végétale, et mes connaissances par rapport à ce que c'est que la filière quand on zoome sur des petits acteurs, je me dis mais c'est un projet qui est génial. Et pour être tout à fait transparente, c'est même une idée que j'avais eue depuis bien longtemps, et d'autres personnes l'avaient eue aussi certainement, de se dire comment on fait pour reconstruire une filière de végétal au niveau local. Et je me suis dit, j'ai 2 solutions en fait. Soit je me dis, dommage, c'est déjà pris, je fais autre chose. Ou même 3 solutions. Soit j'essaye de monter un truc concurrent, soit je l'appelle. Et donc, j'ai plutôt choisi la 3e solution. Je l'ai appelée. Et je lui ai dit, je pense que, je ne sais pas où tu en es exactement dans le projet, mais ça m'a l'air énorme. Moi, je sais faire un certain nombre de trucs là-dedans. Je ne sais pas tout faire. Mais je sais construire des modèles économiques qui se tiennent. Toi, tu as l'air d'être plutôt doué pour faire connaître les activités d'une boîte. Voilà, on peut s'entendre. Et voilà, ça a pris un peu de temps pour comprendre, se connaître. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des grandes forces de ce qu'on fait, c'est d'être deux. Et tu t'es dit que tu allais monter ta boîte un jour, genre quand tu avais 18 piges ou 25 ou Oui. est-ce que tu t'es dit? Ouais. Oui, dans tous les cas, c'était quand même. Je pense que j'ai eu. D'ailleurs, ce que des gens plus jeunes font plus tôt, quoi. Enfin, moi, je pense que je me suis dit, je vais d'abord apprendre. Je vais d'abord faire des. On m'avait dit, je me rappelle, fais toutes les conneries possibles dans les boîtes des autres, et puis comme ça, tu ne seras pas dans la tienne. Ah ouais, on m'a jamais dit ça. Bah ouais, mais bon, d'un autre mal. côté, c'est un peu vrai. Je pense que j'ai fait, j'ai appris. Apprendre, ça veut dire souvent un peu faire 2-3 trucs que tu as compris qu'il fallait pas les faire comme ça. Donc, j'essaye de faire évidemment, on fait quand même toujours des erreurs, mais j'en ai déjà fait d'autres avant qui m'ont appris des trucs. Je trouve que c'est ouf parce qu'en fait, tu te dis, tu es à un moment de ta vie où tu réfléchis et il y a une interview d'une nana, tu lis dans un magazine et tu la contactes. Et en fait, tu prends 10 personnes
tu en as peut-être une qui va contacter la personne qui a fait l'interview et tu en as 9 qui vont pas le faire. Et au final, ça montre un premier truc, c'est que quand tu fais les choses, quand tu oses faire le truc, il va rien t'arriver. Au pire, tu vas te prendre une bâche et la nana va te dire mais t'es qui, j'ai pas envie de te parler. Et au mieux, ça va déboucher sur ah bah tiens, je sais pas, t'as 15 salariés aujourd'hui. Donc Ouais. c'est quand même un truc de ouf que tu te dis, il suffit de se dire je vois quelque chose sur LinkedIn ou je lis une interview ou je vais parler à quelqu'un et ça débouche sur un truc et ça les gens osent pas assez. Mais au final, il y a absolument rien à perdre. Et ça, je pense que c'est super important de cette histoire où tu dis tu lis une interview, tu appelles la nana et tu regardes 4 ans après, ce qui se passe, il a juste fallu prendre le téléphone et faire quelques calls. Ah, Et je trouve ça assez un ouf. coup de fil, on va dire, utile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement d'excuses parce que les gens sont hyper facilement accessibles. C'est-à-dire ça prend vraiment 3 secondes de faire des recherches pour trouver comment appeler cette personne. À partir du moment où tu as son nom, tu trouves un profil LinkedIn, tu trouves un contact en commun, tu trouves n'importe quoi qui te permet de contacter cette personne. Donc ça prend à peu près, allez, je dirais un quart d'heure de juste trouver la personne, s'assurer que c'est bien la bonne et d'y aller. Et ça, d'ailleurs, c'est un apprentissage important, c'est-à-dire plutôt que de faire la liste des gens qu'on a envie d'appeler, appeler tout de Mm. suite. Et puis comme ça permet d'avancer. Et donc, tu appelles Hortense, vous faites des calls pour vous caler sur qu'est-ce que c'est, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que tu peux nous parler du projet initial et du coup de la boîte maintenant? Oui, alors le projet de base, il était effectivement de reconstruire quelque chose autour de l'économie locale, tout en ayant très, très vite et la certitude très, 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 très affirmée que les fleurs étaient la bonne filière pour se lancer. Parce que c'est un produit qui est… alors Amazon a commencé par le produit le plus facile, le livre, parce que ça se stocke facilement, parce qu'il n'y a pas de taille, parce que… j'en sais rien, pour plein de raisons qui font que le livre, c'est simple d'un point de vue logistique. Nous, on est parti à l'inverse. On s'est dit, ce qu'on veut faire, c'est un peu complexe. Vaut mieux partir d'une filière qui soit bien, bien complexe. Si on arrive à le faire sur un truc comme ça, après, la voie est libre pour faire plein d'autres choses. Et en plus, il se trouve que la fleur, c'est un bon moyen de commencer parce que c'est un produit à forte valeur ajoutée. Donc, il y a moyen de construire un modèle économique à peu près correct, même si au début, tu tâtonnes un peu. Et puis, c'est visuellement assez cool, quoi. Beaucoup plus facile à photographier que la pomme de terre ou je ne sais quoi d'autre comme filière. Voilà. Après, voilà, c'est assez complexe logistiquement. Il y a une grande variété de différents types types de fleurs, en fait. Il faut avoir une bonne connaissance botanique pour le faire, mais ça, on l'avait du fait de notre passé du côté d'Hortense, qui avait déjà une très bonne connaissance perso sur ce sujet-là. Elle était vraiment passionnée depuis bien longtemps. Et moi, par mon expérience passée au niveau des achats ou au niveau d'artisans. En Et du gros, coup, ouais. ouais, vas-y. Ouais, et du coup, l'idée, c'était de se dire que, comme plein de filières, la filière fleurs, elle marche sur la tête, c'est-à-dire il y a 90% des fleurs qu'on achète aujourd'hui en France qui sont importées. Ça paraît être un produit un petit peu side, un petit peu, voilà, mais en réalité, vous avez tous déjà acheté des fleurs dans votre vie. En général, les foyers français achètent des fleurs une fois par an. Voilà. Donc, ça reste un produit de masse. Qui touche tout le monde. C'est un marché qui est donc déjà bien dimensionné, en même temps qui n'est pas non plus géant, donc tu t'y perds pas trop pour démarrer une activité, tu t'es quand même assez focus. Et l'idée, c'était de se dire que 90% des fleurs importées, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème global d'approvisionnement et de chaîne des différents acteurs, et que c'est une situation que beaucoup de gens regrettent, que ce soit les clients, parce qu'ils ont envie d'acheter plus local, et ça… c'est une tendance qui est devenue maintenant un fait. Les acteurs locaux, les artisans qui eux-mêmes aimeraient beaucoup plus travailler avec des produits locaux, un peu comme les chefs dans les restos qui préféreraient cuisiner de la bonne matière première, il n'y a pas de problème, tout le monde a envie de faire ça. Et des producteurs qui disent moi je suis en train de crever, donc j'ai complètement besoin de pouvoir retrouver de l'air et de la visibilité sur ce que je peux faire. Et donc,
il faut se dire, voilà, si tout le monde a envie que ça se fasse, qu'est-ce qui manque pour que ça arrive vraiment? Et on a réfléchi à devenir cet acteur qui existe. C'est une place qu'on a un peu définie, qui a inventé parce qu'elle n'existait pas, pour être une sorte d'opérateur de filière. En gros, vous êtes deux. Il y a Hortense qui est un peu plus, Comme disons, comme et commerciale et un peu celle qui est plus mise en avant, disons. front. Et front, voilà. Et toi qui es plus dans l'organisation et dans comment on va faire le projet. Et Hortense qui le représente, on a deux personnes qui se sont trouvées et il y a un problème, c'est que les fleurs viennent hors de France à 90%. Et moi, je vois ça, je me dis, mais putain, mais comment on va résoudre ce problème? Enfin, ça a l'air d'être un truc de ouf à faire. Et à un moment, tu te dis, on est deux. Euh, c'est quoi le premier truc que tu fais, quoi? Parce que tu as un gros problème énorme, vous êtes deux, tu fais quoi? En fait, la première chose, c'est qu'on a été parler à plein de gens. Hmm. C'est-à-dire, déjà, est-ce que c'est un énorme problème vraiment, tu vois, genre, déjà, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire? Bon, là, j'ai un peu déjà répondu en disant oui, on voit bien que Hmm. les acteurs de la filière se disent c'est dommage, mais est-ce qu'il y a des clients qui ont vraiment quelque chose à faire? Enfin, voilà, est-ce qu'on est nous, les deux seuls en France à être triste et de se dire bah voilà, c'est une filière qui va peut-être qui pourrait disparaître parce qu'à 9 sur 10 c'était quand même bientôt à 100% d'import. On sait qu'il y a déjà plein de filières industrielles ou agricoles qui ont disparu, hein, on en a, voilà, alors on peut le regretter et on pourrait les remettre en selle un jour peut-être, mais en tout cas par le passé on a laissé faire des choses comme ça, donc est-ce que ça mérite vraiment de se battre? Et donc, pour savoir ça, je pense que le plus efficace, c'est d'aller parler à plein de gens, voir si ça touche d'autres personnes, si tu arrives à faire que les gens se sentent concernés, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça aussi, hein, parce que ça permet de construire quand même des modèles. Est-ce que, et surtout, est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Et alors là, il y a un truc chouette, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont être super enthousiasmées. Enfin, non, il y en a trois. Il y a celles qui s'en foutent. OK. Il y a celles qui vont se dire mais c'est génial. Et là, on sent qu'on touche quelque chose de profond chez eux, que ce soit la fleur ou autre chose. Il y a un truc qui est très important. Et on sent qu'en termes de, de, de création de communauté, on va pouvoir vraiment faire quelque chose autour de ce sujet. Euh, et après, il y a tous ceux qui vont dire que c'est pas possible. Impossible. Tu n'y arriveras jamais. Et là, un bon signe, c'est quand des gens importants, assez puissants, déjà intégrés dans ce milieu-là, te disent pendant 1 heure, prennent 1 heure de leur temps pour te dire à quel point tu vas jamais y arriver. Et là, on se dit, oh, on doit tenir quelque chose. C'est pas possible qu'on passe autant de temps Il y à dire que a c'est pas Simon possible. Sinek qui a écrit un livre qui s'appelle Une vie choisie. Et il Mhm. dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a les mais et il y a les et. Tu vas parler de ton projet à quelqu'un et quelqu'un va dire mais ça, mais comment tu vas faire ça, Et il y a les mecs qui vont dire et ouais, et on peut faire ça, et on peut faire ça, et on peut faire ça. Et c'est ce que tu dis avec le troisième type de personne. Mais tu as les gens qui vont dire, qui vont voir tous les problèmes et tu as les gens qui vont dire putain, mais c'est ouf ton truc, ça va le faire. Et il vaut mieux s'entourer de gens qui sont des et non pas des mais. Donc je vois à peu près ce que tu dis quand tu dis ça, parce que tu n'es pas la seule à le dire. Si Simon Signy et toi vous le dites, c'est que forcément Ouais, avec ça Marc, doit être vrai. on s'entend assez bien là-dessus. Ouais. Ouais, c'est d'accord. Et tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, du coup, 2016-2020, c'est quoi les grandes étapes et comment tout ça s'est construit? Ouais, on a démarré de façon assez classique directement par le fait de s'assurer de la demande. Enfin, moi, je tiens vachement à cette démarche-là, c'est-à-dire, je suis pas, voilà, et c'est le cas pour Hortense aussi, c'est-à-dire, ça sert à rien de construire des choses énormes. Je sais pas, par exemple, se mettre à développer des tas de trucs ultra complexes qui coûtent très Hmm. cher, si t'es pas sûr que, en fait, derrière il y a Ouais, un qu'il y a de la demande. débouché et que ça intéresse quelqu'un, quoi. Donc, on est parti de la demande. Et en plus, au départ, comme tu as plutôt des petites quantités à gérer, puisque tu démarres, tu n'as pas besoin de te mettre non plus une Hmm. charrette énorme à traîner avec des tas de problèmes logistiques qui n'existent pas du tout. Donc, on a démarré par une campagne Ulule de prévente.
histoire de dire, bah voilà, si ça vous intéresse, à telle date, ça sera disponible, et voir un Tu petit vends peu des quel était… fleurs françaises Voilà, pour ta campagne. voilà, on a repéré un certain nombre d'acteurs, de producteurs, et voilà, trouver une solution pour pouvoir gérer une livraison qui irait bien, et pouvoir préparer le, les bouquets en l'occurrence. Et puis on a proposé ce produit-là sur Ulule. Un petit peu avant ça, on avait quand même fait une étude un peu poussée sur à quoi ça devait ressembler le produit. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens mettaient derrière la notion de fleurs locales. Est-ce que c'était des fleurs brutes? Est-ce que c'était plus travaillé? Voilà, donc on pourrait le faire pareil sur de l'alimentaire en se disant, bah, quand tu dis je veux manger sain, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou ce genre de choses. On a fait ça, on a mis en vente, en pré-vente, un produit assez simple. Il y avait genre 2 tailles de bouquets et c'était disponible à partir d'une certaine date. Et puis en abonnement, on disait, bah voilà, vous achetez, je sais pas, vous mettez 50 € et puis vous aurez X livraison. B2C, hein. Ouais, en B2C d'abord parce que ça nous semblait… B2C, c'est bien parce que c'est directement accessible, ça va vite, les gens ne prennent pas 3 plombes à te répondre, Ouais. ils peuvent y aller au coup de cœur, tu peux mobiliser ta propre communauté, puis après des cercles autour. Et en fait, en 24 heures, on a fait l'objectif. Donc on s'est dit, ouais, non, il y a quand même quelque chose, et c'est pas seulement nos amis, il y a d'autres gens qui se sont inscrits et qui sont intéressés. Et puis, donc, ça nous a fait nos premiers clients. Et au fur et à mesure, du coup, on a démarré un petit atelier localement qui nous a permis de faire un peu tous les tests en mode laboratoire de tout ce qu'on faisait vraiment, découper les choses, se demander combien de temps ça prenait, quel type de variété était plus adapté, comment on faisait. Et au fur et à mesure que l'audience grandissait, que l'atelier était trop petit, ça c'était à l'époque, c'était à Paris. On a défini, on s'est dit à quoi ça pourrait ressembler à grande échelle. Et là, on a commencé à tester un modèle du coup, qui incluait les artisans fleuristes, parce que c'était hyper important pour nous aussi de ne pas commencer en voulant sauver les producteurs, à créer de la concurrence en fait, pour des artisans fleuristes qui bossaient déjà hyper bien et qui étaient passionnés aussi. Et donc, du coup, on s'est demandé comment on pouvait inclure ces gens-là dans la chaîne. Et on a complètement construit le modèle en se disant, voilà, on va travailler plutôt en mode plateforme, on va intégrer ces gens-là, ça va se passer comme ci, comme ça, avec tel type d'outils. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la situation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on est un acteur complètement intégré de la graine au vase sur la partie fleurs, donc on est capable de sourcer des produits, de confier ensuite ces produits à des artisans qui vont les transformer, de s'assurer que le transport soit bien géré et de faire que des clients à l'autre bout de la chaîne soient livrés partout en France, à peu près n'importe quel moment, d'un produit local et tracé qui aura été préparé près de chez eux, au plus près. Là, tu switches de modèle. À la base, tu voulais vendre des fleurs françaises en B2C. Et là, tu commences à intégrer toute la chaîne complète avec les artisans fleuristes, enfin aussi les gens qui produisent les fleurs jusqu'aux clients. Ouais, en fait, c'est pas tellement qu'on switch de modèle, c'est juste qu'on remonte la chaîne. Ouais. On intègre au fur et à mesure. Et là où il y a un petit switch, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a vécu nous, c'est que très vite, on s'est dit aussi, si on veut remonter une filière, il nous faut des sacrément gros clients et qui sont récurrents. Le B2C, c'est bien, mais c'est hyper volatile. En plus, ça demande quand même des gros investissements de com, soit humain, parce que tu mobilises des communautés, au bout d'un moment, voilà, ça peut coûter cher. Et donc, le B2B, ça a été très vite pour nous une solution pour se dire, OK, qui achète des fleurs en gros aujourd'hui et de façon récurrente? Le CAC 40 ou d'autres grosses boîtes. Et c'est pour ça qu'on est parti en B2B assez vite et qu'aujourd'hui, ça représente 80% de notre chiffre. Comment tu fais pour aller bosser avec le CAC 40? Enfin, c'est quoi Enfin, je pense que là, on est un petit peu à se poser la question. Enfin, le CAC 40, c'est pas tu prends LinkedIn et t'appelles ou t'envoies un courrier, tu vas sonner à la porte de chez LVMH. Comment ça fonctionne? En fait, encore, c'est un peu comme pour tous les acteurs avec qui on bosse, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte. Et effectivement, c'est pas juste des fleurs.
faut se poser la question, alors, si un producteur il a besoin d'avoir plus de visibilité sur son activité pour savoir quelle parcelle il peut mettre en culture ou pas, LVMH, c'est pas tout à fait ça, c'est sa problématique. C'est plutôt des problématiques, on va dire. En gros, nous, nos clients, c'est plutôt toujours des gens qui ont une question d'image à un moment, soit parce qu'ils sont très visibles, soit parce qu'ils ont une image un petit peu à infléchir. Et ce qu'on leur propose, c'est d'utiliser une dépense qu'ils ont déjà aujourd'hui souvent, c'est-à-dire des fleurs à l'accueil de leur entreprise, et de la transformer en un investissement communication RSE, en expliquant que grâce à cet acte d'achat responsable-là, ils sont en train de soutenir toute une filière locale autour d'eux. Et donc, en plus des fleurs, ce qu'on apporte, c'est, on va dire, les éléments de communication qui permettent d'expliquer l'histoire du bouquet et de faire que toutes les personnes qui vont circuler, que ce soit les collaborateurs de la boîte, les clients, les fournisseurs, tout le monde, les partenaires, vont voir ce message. Et la fleur, c'est un moyen ultra direct de communiquer. Il y a un parfum, il y a du visuel, il y a des souvenirs. Personne n'est indifférent à ça. Et donc, c'est des messages très, très forts. Voilà. En gros, c'est ça qu'on leur propose d'un côté, qu'on package dans une offre. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a réussi à bosser avec vraiment beaucoup de grosses boîtes. Aujourd'hui, on travaille avec je sais pas, Orange, L'Oréal, LVMH, la SNCF, voilà, que ce soit des acteurs institutionnels ou privés, mais à grande échelle. C'est quoi Fleur d'ici en 2020? Ça représente quoi en équipe, en taille de client, en volume? Aujourd'hui, donc c'est 15 personnes, on disait tout à l'heure, c'est une équipe de 15 personnes qui est répartie à la fois à Paris et au Mans, à peu près à moitié-moitié, avec une division qui est assez représentative de la façon dont on se divise le travail, en tout cas historiquement avec Hortense, avec une partie plus front à Paris et une partie un petit peu plus back ici au Mans. Du coup, on va gérer la tech, la partie logistique, le service client, tout ce qui peut être fait un petit peu à distance. Alors qu'à Paris, on va avoir plutôt la partie commerciale et com et événementielle. C'est un service qui est au niveau national maintenant. Au fur et à mesure, on a gagné des nouvelles villes et maintenant on est au niveau national et on commence à traiter de nouveaux pays. On a bossé sur des opérations ponctuelles en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne. Voilà, on démarre au Luxembourg. Enfin voilà, c'est un concept qui peut assez facilement s'internationaliser. Et c'est à peu près 700 partenaires du coup partout en France pour faire marcher tout ça. Et tu sais combien de fleurs tu as expédié à peu près depuis le début? Peut-être pas de fleurs, peut-être de commandes, mais ce qui est sûr, c'est que ça doit être ouf en fleurs. Ouais, en tige de fleurs, on avait fait le calcul. Il me semble qu'on s'était dit que pour fin 2020, on sera à 4 millions de tiges transformées, converties, d'international converties en local. Ok, ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'était quoi les principales difficultés entre 2016 et 2020? Je ne sais pas si tu peux parler des difficultés que tu as eues, parce que je pense que tous les entrepreneurs ont des difficultés. Et comment tu as réussi à les surpasser? Les difficultés, y en a quand même une grosse là qui s'appelle Covid, qu'on a connue l'année dernière. Même si finalement, ça a été une espèce de bouleversement, mais qui nous a plutôt servi parce qu'on s'est rendu compte que ça avait fait vachement évoluer les consciences à une vitesse ultra accélérée et que d'un modèle sympa, alternatif, dans l'air du temps, on était passé à quelque chose qui était vraiment ultra nécessaire et dont on avait vite besoin pour sauver l'économie. On a parlé beaucoup des producteurs des matières premières et des artisans, des commerçants artisans récemment, et ça c'est top. Et toi, du coup, ça nous a plutôt porté. Pas à Fleur d'ici. Et sinon, sur la partie difficulté, de Chloé, pas de Fleur d'ici.
La difficulté, c'est déjà, je pense que la principale difficulté quand on est entrepreneur, c'est de pas accepter le non comme une réponse. C'est-à-dire qu'en gros, des difficultés, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à t'en sortir une. Il y en a 1000 en fait. Les difficultés, c'est tous les gens qui vont te dire non toute la journée, tous les jours, toutes les semaines. À chaque fois que tu vas demander un truc, on va te dire ah non, ça on fait pas nous, ou alors c'est pas moi, ou alors c'est pas possible. Et en fait, tout ça c'est normal. C'est juste parce que tu es en train d'innover, donc c'est normal qu'il y ait personne qui te dise ah oui c'est là, c'est cette place là, vous êtes au siège B22. Bah non, enfin si c'est ça, ça veut dire que tu es en train de copier quelqu'un ou que en fait ça existe déjà mais en 1000 exemplaires. Donc le fait d'avoir systématiquement des gens qui s'en foutent, c'est-à-dire tout le monde, parce qu'au début, tu es Tu fais petit. comment pour les gérer? Les Alors gens qui te déjà, disent non. pour ça, pour moi, il y a deux choses. Il y a un, c'est évidemment, il faut être ultra sûr de ton concept. Donc ça veut dire que tous les jours, être capable de re-regarder ce que tu fais et objectivement te dire non, mais c'est pas moi qui divague. J'en suis sûre. C'est possible de le faire. Et je pense qu'en passant par là, on peut y arriver. Donc c'est vraiment être toujours assez honnête envers soi-même pour ensuite avoir la force de prendre ces noms-là et d'y répondre avec toujours vachement d'optimisme et d'entraîner les gens avec toi plutôt que de s'opposer. On va dire c'est ce côté-là. Et puis après, il y a le côté aussi, je trouve, ambition pour le projet, c'est-à-dire la grosse difficulté, moi j'ai trouvé ce qui était le plus difficile intellectuellement, c'est de toujours être entre le court terme et le long terme, c'est-à-dire être petit, penser petit pour le démarrage et de façon très très pragmatique, parce qu'il ne faut pas se lancer dans des trucs impossibles, mais avec toujours l'idée que demain, ça, ce sera x10, x1000, x10 000, et que donc il faut construire des choses qui pourront tenir la capacité et des partenariats qui vont tenir la distance. Donc c'est toujours cet aller-retour sans arrêt entre je projette un truc immense pour dans super longtemps et aujourd'hui, je m'en fichier Excel quoi pour bosser. Je vais te poser des questions courtes et si tu peux faire des réponses un petit peu courtes. Est-ce que tu as un mot pour te décrire ou un mot pour décrire de la façon dont tu travailles? Ténacité. Ouais, tu as le droit de faire une phrase après. Non, tu m'as dit court. Moi, quelles applications ou outils te sont indispensables? Genre, quels outils tu utilises au quotidien ou sans quoi tu pourrais pas vivre quoi, dans ta vie d'entrepreneuse? je me suis posé la question quand même un petit peu avant en me disant il faudrait faire le tri. Et là, je parlais d'Excel, mais je trouve qu'Excel, ça fait un peu old school de dire ça, mais pour moi, c'est la base de la tech en gros. Je pense qu'il y a énormément de boîtes qui ont émergé grâce à ça. Et c'est pas seulement un outil de travail, c'est un outil de réflexion super important. En fait, ça permet. Enfin, moi, ça correspond assez bien à mon esprit. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est capable d'évoluer. C'est-à-dire que. Enfin, ouais, non, je vais pas. Tu m'avais dit court. Excel. Et sinon, récemment, on parlait de Gazerton tout à l'heure avec Magali avant le démarrage. C'est beaucoup plus. Alors, c'est pas gadget. Peut-être que ça changera de forme, etc. Tu peux expliquer ce que c'est? Des outils, des outils qui permettent de travailler de façon communautaire et chaleureuse en visio. Là, on n'est plus du tout c'est pas du détail, ça va devenir, en ce moment-là, c'est ultra important pour une équipe, en fait, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des trucs dont on aurait plus difficilement possibilité de se passer, alors que ça fait pas très longtemps qu'on l'a adopté. Magali, si tu peux mettre le nom Gazertown dans le chat, ce serait top. Ou n'importe quel autre outil qui permette de se retrouver sur un espace commun et d'avoir des interactions qui ressemblent à la réalité alors qu'on est en distanciel. Top. Si tu as un conseil ou deux à donner à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi
ou un conseil qu'on t'a donné et qui était ouf? Mmh. Bah, je disais tout à l'heure, plutôt que de faire la liste des choses à faire, faire déjà, parce que faire des listes, c'est hyper rassurant. Et faire, bah, ça fait plutôt peur. On m'a dit une fois d'essayer de remplacer la peur par de l'excitation, c'est-à-dire en gros les phénomènes physiologiques qui se produisent quand tu as peur, euh, ou un petit peu peur, hein, c'est pas non plus la peur terrible, hein, mais c'est à peu près les mêmes que quand on est content de faire quelque chose, en fait, juste avant de faire un truc super cool. Donc en gros, à chaque fois qu'on stresse un peu, se dire en fait, c'est l'exact. Si ça se trouve, c'est juste que ça va être trop génial et je suis super curieux de voir ce que ça va donner derrière. Et je trouve que dans des moments un peu tendus, ça permet de revenir à une situation où on est beaucoup plus en capacité de délivrer le meilleur de soi-même. Et puis sinon, on m'a dit pas mal de fois, tu sais, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc ça permet aussi de redescendre aussi, de dire voilà, oui, d'accord, il y a des difficultés, mais enfin bon, c'est normal, quoi. En fait, c'est juste un chemin normal, il n'y a pas d'échec, c'est juste une étape de plus pour arriver au bout. Et il n'y a pas de bout en plus. Ça qui est génial, c'est que c'est jamais fini. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'inspire particulièrement ou que tu admires ou qui t'inspire? J'ai pensé à ça, je me disais évidemment Amazon, hein, parce que clairement, voilà, c'est quand même une boîte assez jeune et qui révolutionne la façon de consommer qui s'est collée à la question de la logistique. Alors après, d'une façon qu'on pourrait commenter, mais au moins ils sont allés au bout du truc et je trouve que c'est juste énorme. Après, il y a des boîtes qui sont hyper intéressantes du point de vue patrimonial et de ce qu'elles ont construit dans l'histoire. Hermès, par exemple, je trouve que c'est assez génial aussi comment tu arrives à sauvegarder des savoir-faire et comment tu arrives à faire après année quelque chose d'hyper solide. Et sinon, dans des boîtes inspirantes, moi, je suis hyper... on parle toujours de grosses boîtes, mais en réalité... je regarde souvent avec beaucoup, beaucoup d'admiration et de curiosité des gens qui ont leur propre resto, qui ont leur boutique de fleurs, qui ont leur boutique voilà, plein d'autres choses et qui, moi, ça me scotche en fait. Hein. Des gens qui sont capables de se lancer sur ce genre de truc, du métier artisanal. Et aujourd'hui, il y en a quand même pas mal, des gens qui ont encore cette force-là alors qu'ils se sont quand même. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui. Et tu vois, là, puisqu'on est au Mans, Lynn de l'homme tranquille, qui bosse avec son mari dans un super... Enfin, franchement, ils font un truc super, avec des produits locaux, ils ont une clientèle ultra fidèle. Et ben, je trouve que c'est des personnes et des organisations qui sont ultra inspirantes. Ok, super. En plus, on a une adresse pour aller manger, donc c'est parfait. Ouais. Et l'avenir de Fleur d'ici ou le concept de Fleur d'ici transposé, ça peut donner quoi? Ça pourrait donner bière d'ici. Le houblon, par exemple, c'est un truc qui pousse très bien sous nos latitudes. La filière houblon, elle s'est complètement cassée la figure il y a il y a peut-être 100 ans. Aujourd'hui, on s'est brassé de la bière artisanale en France parce qu'il y a un engouement de malades avec des tas de passionnés partout, des microbrasseries vraiment, vraiment quasi partout. Et qui galèrent en fait à trouver du houblon et qui brassent avec du houblon importé d'Inde ou du Canada ou de Nouvelle-Zélande. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi d'autres choses autour de l'alimentaire au global. La restauration collective ou des choses comme ça, sachant que les gros acteurs classiques de la restauration collective ne savent pas forcément réussir à faire à grande échelle, enfin à l'échelle qui est la leur, un produit plus qualitatif et sourcé localement. Et ça, c'est notre expertise, on sait le faire. Voilà, donc en gros, l'avenir, ça s'appelle We Trade Local aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, c'est la structure qui est chapeau
au-dessus de Fleur d'ici. Fleur d'ici étant une marque qui appartient à WeTrade Local. Et d'autres marques pourraient venir s'associer. J'ai vu que Magali parlait du textile et en effet, la filière textile, elle est aussi intéressante. D'ailleurs, il y a une boîte assez inspirante qui s'appelle Dragamig sur le sujet qui fait des trucs top. Donc, que je en fait, suis de très près. c'est transposer le modèle de Fleur d'ici à d'autres produits présents en France dont la filière est un peu éparpillée ou mal organisée, mais où il y a un besoin aux deux bouts de la chaîne, où il y a quelqu'un qui crée quelque chose, mais qui ne le vend peut-être pas aux bonnes personnes ou qui a du mal à le vendre, et un client qui, lui, préfère acheter local. C'est ça? C'est ça. Et comment tu fais pour identifier pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui et comment on fait pour que ça puisse fonctionner. Et nous, on a une méthode maintenant, je trouve, qui fonctionnerait assez bien. Ok, j'espère pour... J'ai juste une question, juste parce que ça vient à ce moment-là, justement, pour développer d'autres filières, tu cherches des gens pour porter l'extension à une autre filière ou comment ça se passe? Qu'est-ce qui manque pour dupliquer? C'est quelqu'un qui viendrait te voir parce qu'il a identifié la plateforme en marque blanche ou comment tu vois la chose? Non, c'est pas ce qu'on fait là, c'est pas une solution SaaS qu'on met à disposition de quelqu'un qui monte une filière et qui a juste besoin de l'outil. Peut-être qu'à terme, ça pourrait être ça, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on le voit. Aujourd'hui, on pense que le besoin, il est vraiment d'opérer les filières en plus que de leur donner les outils qui leur permettent de fonctionner. Non, c'est plutôt une solution intégrée. Alors, en s'adjoignant les compétences d'experts sur un certain nombre de métiers spécifiques, pour des chefs, pour de la restauration, par exemple, mais en retravaillant en interne la reconstruction de la filière complète. Peut-être dans un temps plus lointain, là en tout cas c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, et dans un temps plus lointain ce serait peut-être d'intégrer des filières qui sont déjà un peu plus structurées, même si c'est sur une région ou des choses comme ça, de les connecter entre elles et encore à terme vraiment passer sur une solution SaaS, mais ça il faudrait pour ça que la méthode elle soit déjà partagé et qu'il y ait assez d'acteurs dimensionnés pour pouvoir intégrer cet outil. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc la suite, c'est potentiellement s'ouvrir à d'autres marchés et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut souhaiter pour WeTrade local? C'est de trouver les bonnes personnes pour continuer à grandir à Paris et au Mans et puis même partout parce qu'au final, je crois que les notions de domiciliation de job sont en train de vraiment changer. Aujourd'hui, on a besoin de gens pour développer la partie commerciale et la partie tech. C'est vraiment les deux gros morceaux qu'il faut faire grossir en termes d'équipe. Et puis après, il y a bien sûr besoin d'autres gens qui ont des compétences support, mais le recrutement, c'est un des trucs qui est quand même le plus difficile, je trouve, et le plus important, à la fois crucial. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en même temps, très cool. Enfin, c'est ça qui peut faire que tu as envie d'aller au boulot le matin ou que tu as des fois pas envie. Donc, il faut garder l'âme de la boîte. Et voilà. C'est pour ça qu'on a lancé ça au départ, quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le recrutement qui peut être tout à fait positif pour une boîte comme négatif, en tout cas quand c'est dans les premiers, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vois aussi je crois que vous êtes que 2 ou 3 femmes dans ce Zoom. Ça montre aussi qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat. Comment tu l'as vécu, toi? En plus, vous êtes 2 femmes. Est-ce que ça a été une difficulté? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que tu as des conseils pour... Il y a Fanny, que je vois, qui est là. Il y a Malix. Génial. Il y a Magali qui va Merci. lancer sa boîte aussi. Magali, Fanny qui l'a lancée. Je vois pas tout le monde. Alors, super, génial, bravo, cool. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tu peux en parler? Ou aux mecs aussi qui sont peut-être parfois un peu machos et qui sont ici dans ce Zoom? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton sentiment? Bruno, je te vois sourire si tu es un peu macho.
El macho. Ouais, non, bah, pour le prendre un peu à la rigolade quand même, on nous a, effectivement, nous, on cumule parce qu'on est 2 femmes en fait, donc du coup, il y a même je me rappelle une fois quelqu'un qui nous donnait des conseils de façon ultra bienveillante, qui nous a dit non, mais ouais, en plus vous êtes 2 femmes. Donc le truc, quand on a un défaut comme ça de base, c'est qu'il faut en faire 10 fois plus sur tel et tel critère. Et donc, effectivement, voilà, c'est clair que c'est dommage, mais ça peut être un défaut parce que, alors pas parce qu'en soi c'est un défaut, mais parce que les modèles qu'on a aujourd'hui et les banquiers, les investisseurs, les fournisseurs, tout le monde ont l'image de l'entrepreneur qui a un certain âge, un certain background et qui est plutôt un mec. Voilà, c'est même pas seulement qui est plutôt blanc, qui est plutôt, enfin voilà, il y a pas, et même qui est plutôt parisien. Donc on peut parler aussi du côté province, qui est pas forcément toujours, enfin province. En province, on dit pas tellement province. Ouais, dès que À tu Paris, parles à on des le dit. investisseurs. Ouais. Et voilà, et qui du coup peut aussi peser un peu. Donc c'est pas tellement le côté même femme en soi, c'est tous les freins. On va dire, induits qui peuvent, et souvent inconscients de la part de tes interlocuteurs, qui peuvent être des petites limitations quand tu ne rentres pas exactement dans le costume de la personne qu'on attend. Et donc, pour ça, moi, là, ouais. Ouais, tes conseils. Et ben pour ça, je pense que c'est l'intérêt justement de faire partie d'une communauté comme celle de la French Tech. En fait, c'est se rattacher à un collectif qui nous dépasse un peu, qui vient quelque part valider la pertinence de ce qu'on est en train de construire, parce que c'est vrai que quand on ne rentre pas tout à fait dans les cases, on a besoin peut-être d'aligner un petit peu plus de diplômes, un petit peu plus de réassurance, d'objets de réassurance pour nos interlocuteurs. Et la French Tech, pour moi, ça en fait partie, mais ça peut être d'autres structures associatives ou professionnelles qui vont du coup te donner l'assise, la carte de visite quelque part un peu comme quand on bosse dans un grand groupe. Moi, j'ai travaillé pour des très grosses structures. J'étais jeune, j'étais une femme et ça posait peut-être pas problème parce que j'avais le job, quoi, j'avais le poste. Et du coup, quand tu montes ta boîte, t'as pas ça derrière toi. Donc, c'est important de trouver d'autres soutiens qui vont t'aider à passer ces étapes-là en attendant d'avoir atteint, on va dire, la taille de structure qui permettent de plus avoir besoin forcément de t'appuyer sur les autres, mais plutôt de pouvoir leur permettre de s'appuyer sur toi. Donc en gros, c'est un peu le principe et le sens de mon engagement. Voilà, quand on s'est rencontré avec Magali, je pense qu'on est assez vite tombé d'accord sur ce type de choses. Et pour moi, c'est à ça que sert une communauté comme celle d'Afrench Tech. C'est comment localement tu te rattaches à quelque chose qui est plus grand que toi, qui te soutient et qui te donne la force du collectif, qui est souvent si difficile quand tu es entrepreneur et que tu es quand même assez seul. Ouais, je suis tout à fait d'accord quand on est entrepreneur, on est un peu isolé. Aussi quand on pense à tous ceux qui s'y habitent pas au Mans, mais qui habitent en campagne et qui veulent lancer leur boîte. Et la force, comme tu dis, de la French Tech et de n'importe quel réseau qui existe, et de pouvoir échanger comme on est en train de le faire là. Et c'est vrai qu'on n'ose jamais trop parler soit de son idée quand on veut lancer sa boîte, pour pas tout, on a peur d'être jugé ou on a peur de demander des conseils parce qu'on va se dire ah ouais, mais par exemple si tu as un problème de trésor, tu vas en parler à un autre entrepreneur, tu as peur de lui en parler. Et je pense que ça revient au tout début quand tu dis tu as lu l'interview, tu as appelé, c'est ce qu'il faut faire en fait, essayer de demander des conseils et de parler. Et plus tu parles, plus tu vas apprendre. Et il est beaucoup plus enrichissant de discuter avec des entrepreneurs que de se morfondre tout seul, où enfin, on a accès à beaucoup de gens qui ont des compétences différentes. Et je pense que chacun des gens qui sont là ici sont là à la fois pour profiter de ton aventure et de tes conseils, mais aussi seraient tout à fait prêts à en donner. Donc, je te rejoins complètement sur ça. Est-ce que tu as des choses ou des sujets qu'on n'a pas abordés et qui te paraissent importants que tous les gens qui sont présents dans ce Zoom aient?
Juste du coup, un petit message que je souhaitais passer, c'est effectivement, j'en ai parlé autour du recrutement, c'est-à-dire que voilà, n'hésitez pas, et je pense qu'on est tous dans cette situation-là, d'un côté, d'un autre, à un moment, on peut avoir besoin ou recommander quelqu'un ou des choses comme ça, donc, et on a la chance avec la French Tech d'avoir des gens même qui sont en poste dans d'autres boîtes, dans d'autres régions, qui se connectent à cette structure-là parce qu'elle est visible et puis parce qu'elle a un côté accessible, y a pas, voilà, qui permet justement d'avoir des contacts intéressants et de raisonner en réseau. Donc ça, c'est cool. Un truc important aussi pour moi, c'est de dire de la démarche dans laquelle on est en tant que... comment dire, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, là, c'est de réussir le projet dont on a parlé pendant voilà, et de continuer à développer WeTrade Local, mais c'est aussi d'ouvrir des portes pour les autres, en fait. Soit pour des modèles qui ressemblent à ça, soit pour des choses qui ne ressemblent pas forcément, mais qui sont dans la même veine et qui n'ont pas forcément beaucoup de facilité à émerger. Pour les autres femmes, pour les autres personnes qui, du coup, je ne sais pas, sont sur le côté parce qu'elles ne répondent pas exactement aux critères ou parce que le système de soutien à l'entrepreneuriat est un petit peu parfois organisé d'une façon qui ne répond plus tout à fait aux besoins d'aujourd'hui. Donc voilà, en gros, mon message, c'est de dire, si vous avez des difficultés, comme tu disais Vincent, partagez-les, faites-les remonter, parce qu'en fait, déjà, vous n'êtes pas tout seul et il n'y a pas de raison que vous vous colliez à ça tout seul. Et sûrement qu'il y a déjà des solutions et qu'à 2 ou 3, si on fait émerger un problème ou un sujet ou quoi que ce soit, on sera beaucoup plus écouté que si on en fait une affaire vraiment personnelle et que du coup, c'est compliqué c'est compliqué d'agir quand on a l'impression que les sujets, que c'est une question de personne et que du coup, voilà. Donc ne prenez pas pour vous les difficultés que vous rencontrez, elles sont souvent les mêmes pour tout le monde et surtout parlez-en et moi ça me plaît en tant que présidente de la French Tech en ce moment, ici à Mans, c'est d'avoir ce côté-là aussi, quoi. C'est-à-dire, s'il y a des trucs, faut qu'on le sache, en fait. Faut qu'on le sache et puis qu'on essaye de trouver des solutions ensemble. Et il y a beaucoup de barrières qui peuvent tomber juste si on s'en occupe, en fait. Donc, voilà, c'est un peu le message. Et puis sinon, je voyais qu'il y a eu quelques petites questions. Fanny, elle a demandé quelque chose. Je n'ai pas très bien compris ta question, Fanny. Tu n'as plus de micro, Vincent, je crois. Ah. On peut passer aux questions si vous en avez. Si Chloé, tu peux déjà répondre à celles qui sont dans le chat. Et puis après, vous pouvez ouvrir les micros et poser vos questions. C'est open mic. Fanny, elle dit French Fab compatible avec le village. Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous. Salut Fanny. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Oui, je voulais savoir si tout ce qui était French Fab et French Tech, c'était compatible avec le village ou c'était sensiblement la même chose et que voilà. En fait, je sais pas, Chloé, la réponse déjà, c'est pour moi, c'est il n'y a pas de question d'incompatibilité ou quoi que ce soit en fait. Pour moi, tous ces sujets-là ou tous ces dispositifs-là, ils sont là pour aider à ce que les projets émergent et grandissent. Donc, si tu as besoin à un moment de connecter de la French Fab avec de la French Tech et que ce soit au village, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Et si c'est pas possible, alors là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et dans ce cas, il faut voilà. J'imagine si tu posais la question, c'est que tu as un doute là-dessus et du coup, j'imagine que tu t'es dit que c'était pas si simple. C'est que en fait, on sait qu'il y a plusieurs coworking disponibles sur Le Mans et que c'est pas question de concurrence ou quoi que ce soit, mais on a une appartenance généralement à un groupe. Et au-delà de l'aspect coworking, etc., et d'être dans un accélérateur de start-up comme le village, c'est qu'en effet, je pense que plus on est nombreux à communiquer ensemble et plus on fait grandir un projet. Et donc, en effet, ça peut m'intéresser d'échanger avec des personnes de la French Tech ou de la French Fab sur mon projet en particulier, mais que je ne veux pas non plus court-circuiter qui que ce soit, en fait. C'est pour ça que je me permets de poser la question.
Non, mais c'est des organisations. Bah, vas-y, Magali, En fait, French Tech, c'est une communauté. Donc, Fanny, tu es carrément la bienvenue. Alors, c'est vrai qu'en général, notre modèle, c'était plutôt de se retrouver le soir en présentiel. Et c'est comme ça que petit à petit, on intègre des nouveaux. Mais là, j'ai envie de dire, on a lancé un site très récemment, la FrenchTechLeMans.com. Donc, l'idée, c'est en effet, si toi, tu es intéressé pour rejoindre la communauté, bah, en fait, tu es carrément la bienvenue. Et après, il n'y a pas d'appartenance, j'ai envie de dire, de lieu. En fait, la French Tech, elle est partout, quoi. Elle est partout, elle est à domicile. Enfin, tu vois, surtout les gens qu'il y a là, il y en a très peu qui ont un bureau. Enfin, il y en a plein qui sont chez eux. Donc, c'est vraiment très différent d'un lieu présentiel, en fait. Et quelle est la différence entre la French Fab et la French Tech? Alors, la French Fab, c'est plutôt un mouvement qui est dédié aux industriels. Là où la French Tech, on est plus, comment dire, dans justement du service, de la solution digitale, même si au moins on a une spécificité. On est très hard tech et donc industriel, enfin en tout cas dans la mobilité. Et c'est pour ça qu'en fait, sur notre territoire, on a la chance justement d'être super proche du réseau French Fab, là où dans certaines régions, ils ne se connaissent pas trop. Nous, on se connaît très très bien. Donc s'il y a besoin de synergie, on connaît très bien Céline Bourdin et on peut aider aussi là-dessus, quoi. Ouais, faut vraiment se dire que peu importe les étiquettes et les trucs, tu veux voir ce que c'est la French Fab, tu vas sur le site, tu trouves la nana ou le mec, t'appelles, tu dis qu'est-ce que vous voulez faire pour moi, la nana elle va te dire, puis terminé, faut pas se prendre la tête avec que ce soit le village, la ruche, le Mans Innovation, machin, envie de monter ta boîte, tu veux parler à quelqu'un, tu l'appelles et si le gars il dit ah bah non je peux pas t'aider parce que t'es là, tu lui dis voilà, c'est pas le bon gars ou il a pas le bon poste et je pense qu'il ira pas loin. Non, c'est sûr. Et toi, ouais. Pardon, Fanny, en tout cas, toi, tu es forcément un petit peu comme plein de. Je pense que ça doit être le cas d'autres personnes, mais tu es un peu à la frontière des deux, du coup, parce que tu as à la fois une activité industrielle de production, si je ne me trompe pas, et une activité tech, parce que déjà, c'est de la vente en ligne, c'est de la gestion dématérialisée. Donc, du coup, en fait, c'est pas faux. Tu es dans les deux. Là, je suis en plein dans la production en ce moment avant de lancer la commercialisation. Donc, c'est vrai que je pense j'ai cité la French Fab. Mais après, il y a tout un aspect en effet digital parce que c'est le premier canal de distribution, en effet. Et c'est hyper intéressant. On est vraiment à l'aube. Hein. On est à un mois. Un bon mois là du lancement de commercialisation sur Ulule. D'ailleurs, je ne savais pas que tu avais fait. Je suis allée voir ta campagne tout à l'heure. C'était il y a longtemps. Mais du coup, ça peut être intéressant d'avoir d'autres pistes avant de se lancer. Et puis, on a toujours besoin d'argent, quoi. C'est un peu le nerf de la guerre. On a toujours besoin de fonds et c'est pas facile d'en trouver, surtout pour des projets un peu atypiques. Donc, c'est vrai qu'en effet, ça peut peut-être ouvrir des portes d'aller vous rencontrer, quoi. C'est un message, ça aussi. Parlons d'argent. Je veux dire, c'est clair, c'est ça qui fait tout tourner. Donc, les modèles bien financés, c'est eux qui dominent le monde aujourd'hui. Donc, voilà, restons pas isolés là-dessus. C'est une vraie question. Et c'est normal, quoi. C'est normal d'avoir besoin de fonds. Ouais, Bruno qui a une question il y avait Vincent aussi qui voulait parler, je crois. Non, c'était juste un retour d'expérience sur Nantes pour dire à Fanny que justement, peu importe les étiquettes, nous, ce qui a bien fonctionné, c'est que c'était un peu cacophonique, qu'il y avait plein d'étiquettes, mais qu'à un moment donné, ça faisait tellement de bruit qu'on avait l'impression qu'on était aussi gros que Lille ou Lyon, ce qui n'est pas vrai. Nantes, c'est beaucoup plus petit au niveau des startups que Lille ou Lyon. Néanmoins, en termes de communication, tous ces labels, tous ces incubateurs qui sont un peu empilés dans tous les sens, ça a permis de faire croire que, et ça a mis des coups de projecteur suffisants pour qu'on puisse financer des belles startups, même si elles ne sont pas très nombreuses. Voilà. Merci pour ce retour. Moi, je posais ces questions-là, et c'est un peu lié à l'argent, j'ai l'impression, mais parce que tu as répondu juste au moment où je les ai postées. Si tu avais à sélectionner un point sur les 5 dernières années qui t'a cruellement manqué et qui t'aurait permis d'aller plus vite, plus loin, plus rapidement, et aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'identifier ce truc-là maintenant? Ouais, mais c'est l'argent. L'argent, dans les deux cas. C'est l'argent, et là, on lève des fonds, donc on est en train de régler ce problème, mais c'est pour un temps. Enfin, quelque part, moi, ce que je pense, c'est que évidemment,
c'est important de monter des modèles économiques qui soient rentables, on est carrément d'accord. Et encore, dans le monde parfois de la tech et de la French Tech, rentable, ça peut être long. Tu vois que Uber n'est pas rentable, voilà, ça décomplexe tout de suite un peu. Donc, c'est important de monter. En tout cas, nous, notre spécificité chez WeTrade Local, c'est vraiment d'essayer de monter des choses qui puissent être rentable, mais tu en as besoin au début pour initier ton système, tu as besoin d'argent extérieur. Et à 17 €, tu la commandes avec plus de 34. Pardon, excusez-moi. Parce que 17 €, ça suffira pas. Je croyais que mon micro était coupé, excusez-moi. Et ouais, du coup, le fait de trouver des fonds à l'extérieur, que ce soit banques, investisseurs, financeurs autres, type BPI et tout, c'est clé parce que ça te donne du temps. En fait, ça donne du temps pour travailler parce que sinon, tu ne peux pas recruter les premières personnes qui vont t'aider à aller un petit peu plus loin que ce que tu sais faire juste toi-même avec tes deux mains. Et tu auras beau travailler la nuit, ça ne fera pas x10 ta capacité de travail. Donc, si tu peux recruter 10 personnes, là, c'est pas du tout la même chose. Et puis, t'équiper d'un peu d'outils, c'est top. Et un peu d'argent, c'est énorme. Et puis, beaucoup, c'est encore mieux. Et une autre question plus sur le métier. Localement, par exemple, les Fleurs Nicolas ou la famille Bigot qui ont une grosse production au Kenya, par exemple, comment est-ce que tu t'es déjà affronté philosophiquement sur ce sujet avec eux ou est-ce que vous cohabitez sans parler? Non, on se connaît bien. Et je suis allée, il y avait un moment, j'étais tout le temps chez eux. Et alors déjà, affrontement, non. Parce que. Mais chez eux pour les tulipes qui sont produites localement ou... Ouais, en fait, ils font de la tulipe, du muguet et de la pivoine localement. Et le reste, c'est de la rose. Une petite parenthèse là-dessus. Et du coup, affronter, je dis non parce que on se positionne pas en donneur de leçons en fait. Enfin, on essaye de trouver des solutions et pas de dire c'est pas bien, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait un choix à un moment pour sauver leur boîte. C'était ce qui avait de plus efficace de produire de la rose au Kenya parce que le marché demandait de la rose et que 70% des quantités, des volumes qui sont vendus aujourd'hui en France, c'est de la rose. Donc voilà, ça a permis de sauver une boîte locale qui, par ailleurs, a sauvé du coup son activité de production de fleurs autres ici en Sarthe. Donc c'était certainement la bonne décision à l'époque. Et du coup, c'est un équilibre économique qui leur appartient et qui a été fait pour des bonnes raisons certainement à l'époque. Nous, on est juste là en accompagnement pour trouver. Et on a vu comme ils avaient eu justement du mal à écouler leur production au moment où les supermarchés n'ont pas pu vendre les produits dits non essentiels. Et voilà, nous, on est juste là pour mettre de l'huile dans les rouages partout. Et donc, pas ni pour juger, ni pour critiquer. Mais du coup pour trouver des solutions. Et si un jour ils arrivent à avoir des débouchés suffisants en France et une capacité à valoriser leurs produits suffisamment bonne en France, ils pourront relocaliser leur production de roses. Peut-être, si c'est leur volonté. Et en tout cas, ce qui est sûr qu'aujourd'hui, nous, on ne peut travailler avec eux que pour la partie de fleurs qui est produite en France. Et donc, tu les as aidés sur la période non essentielle? Pardon? Tu disais que tu les avais aidés sur la période où la fleur était considérée comme non essentielle? En fait, eux, ils ont leur clientèle principale est quand même la grande distrie. Donc, nous, on ne travaille pas tout à fait sur les mêmes produits, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, nous, on a été un débouché ultra important pour toute notre communauté de producteurs, notamment pendant le premier confinement, où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment rien à voir avec ce qu'on a vécu récemment. Et il n'y avait même plus d'import de fleurs importées, mais il n'y avait plus non plus les fleuristes sortaient plus de chez eux. Enfin bref. On a été un relais de croissance et d'écoulement de quantité, de volume en pleine saison pour des gens qui ont des produits qui ne peuvent pas se stocker, qui étaient en grande difficulté. Et le Bigot, c'est un bon exemple. Et les profils. Je disais, les profils, c'est commerce et tech en majorité. Et puis après, sinon, c'est des gens dégourdis.
Et, En tech, tu peux voilà. préciser peut-être un peu le champ dans lequel vous vous situez? Ouais, bah, on fait on a une partie sur, en fait, on prend un peu de tout parce qu'on a des gens aujourd'hui en front et en back. On peut travailler sur la partie plus architecture avec des gens qui ont ces deux casquettes, hein. Après, on fait pas mal de choses autour de la data au global. Donc, des gens qui sont soit voilà, data scientist, ça peut être bien aussi. Et on a notamment des projets en cours avec l'école des mines de Paris sur du développement d'intelligence artificielle qui est en train qu'on est en train d'implémenter aujourd'hui. Donc, ouais, sur la partie data, ça c'est Et juste pour ça peut résoudre être quel intéressant. problème? Pour l'intelligence artificielle, Oui. alors là, c'est un module très spécifique de reconnaissance des variétés. Ah oui, d'accord. Des Ouais, traitements sur de d'images. l'image, traitement d'image et reconnaissance des variétés. Donc, ça, c'est pas mal. Mais en gros, en termes de langage, par exemple, nous, on n'est pas bloqué à vouloir. Olivier parlait de Ruby tout à l'heure. On n'est pas bloqué spécialement à vouloir que du. Enfin, on aime bien que les gens soient un petit peu larges et il y a une partie de notre stack qui est en PHP et d'autres en Python. Enfin bref, on sait que pour aller chercher des super profils, il faut leur proposer des langages un peu exotiques. Nous, on a une démarche qui est assez agnostique de ce point de vue-là, hein. Vous avez quand même un socle technique qui existe et qui est, j'imagine, qui nécessite un degré d'expertise pour tourner. Enfin, Ouais. Donc, Ouais. Enfin, voilà, il y a quand même peut-être des prérequis discriminants pour éviter de vous envoyer n'importe qui ou n'importe quoi. Et ben dans ce cas-là, effectivement, si tu as des gens qui te semblent intéressants, c'est à regarder en détail avec notre CTO sur le type de compétences. Ce qui est sûr, c'est qu'on a prévu de recruter 15 personnes dans les 2 ans qui viennent sur la partie tech. Donc, il y a de la place pour des profils assez variés aujourd'hui. Cool. Voilà. Nous, on n'a pas trop dépassé. C'était super intéressant, Chloé, d'avoir tout ce démarrage jusqu'à la fin et les aventures possibles par la suite. Vous avez le LinkedIn de Chloé qui est disponible. Je pense, si vous voulez prendre contact ou continuer les discussions, c'est super important que chacun puisse aussi choisir d'échanger pour la suite. Donc, je ne sais pas si Magali, tu as quelque chose à ajouter ou Chloé, mais en tout cas, moi, j'ai été ravi. J'ai appris plein de trucs et je retiens qu'il faut oser José. Oser José? Ouais, il faut oser, quoi. Il faut oser. Quand tu as osé appeler, tu as trouvé ton associé, tu as osé parler de problèmes difficiles avec tous les potentiels partenaires. Et je pense que c'est ce que je retiens, c'est qu'il faut oser les choses plutôt que de réfléchir 1000 ans à est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça. Il faut y aller. Il faut faire. Tu le fais. Moi j'avais un truc à dire aussi, parce que j'ai rejoint Chloé sur, en fait, sur cette communauté. Alors c'est vrai que les labels et tout, on s'en fout, même si j'en porte. Enfin, en fait, je trouve que ça peut servir, et notamment, ça peut servir, on en parle avec Chloé, il y a cette espèce de truc quand on est à Paris, en fait, Le Mans c'est en province. Et il y a un moment, moi j'ai envie de leur dire que ça soit à Nantes ou à Paris, on s'en fout. En fait, ici, il y a plein de gens de valeur. Et pour le coup, je pense que ces labels peuvent quand même aider finalement à fédérer un peu et à dire, bah ouais, on n'est pas 1 plus 1 plus 1, enfin, on est une vraie communauté et enfin, c'est une vraie force en fait. On voit quoi, le groupe WhatsApp, quand quelqu'un a juste une question, en l'espace d'un instant, bing, on a une réponse. Et enfin, voilà, donc c'est des petites choses, c'est des petits pas, mais je pense qu'il faut être fier en fait d'afficher ouais, French Tech Le Mans. Et bah du coup, ouais, je vous incite un peu il y a Coralie qui a créé un super site qu'il faut utiliser. On va petit à petit justement maintenant avoir une visibilité, donc pouvoir faire grossir cette communauté, parce que finalement il y a plein de gens qui prennent ce fameux TGV, qui sont isolés, qui cherchent à la rigueur des communautés. Donc maintenant on a une visibilité, mais je veux dire entre guillemets on est tous aussi ambassadeurs du truc quoi. Voilà. Donc même si je ne suis pas attachée plus que ça aux étiquettes, mais je pense que c'est important pour justement qu'on arrête de dire il y a en France, il y a Paris et puis le reste quoi. Bah ouais, mais non quoi. Enfin,
Et aujourd'hui, on le prouve et on voit bien que, pour le coup, il y a quand même un paquet de Parisiens qui viennent au Mans. Et régulièrement, moi, d'ailleurs, ça me fait souvent marrer. Les gens disent: ah ouais, en fait, il y a vraiment des super bons projets. Ça fait un moment que je n'avais pas vu limite autant de gens de talent dans la même pièce, quoi. Et là, je dis: bah ouais. Donc, il faut réussir à leur faire prendre ce fameux TGV. Une fois qu'ils sont là, en général, on n'a pas de mal à les convaincre. Voilà, et en tout cas, merci Chloé. Moi, je trouve ça toujours sympa parce qu'on a beau vous connaître et vous croiser, on apprend toujours plein de choses. On vous connaît toujours un peu mieux à la fin. Et puis, merci Vincent pour les interviews. Oui, merci. Merci Magali pour tout ce que tu fais déjà en général au quotidien et puis pour cet événement-là en visio particulièrement. Et puis merci Vincent. C'est cool. Je trouve que tu fais ça, c'est bien. Hein. Je trouve que tu as peut-être un petit. Moi, j'aime bien discuter. Tu n'as même pas fait de pub pour ta page French. Je me trompe tout le temps en plus. French Mentor, ouais, on a mis ça en pause, vous inquiétez pas. Je vous enverrai des mails si ça reprend. Bonne année à tous. Merci à tous d'avoir participé. Ouais, belle journée. Bye bye. Ciao. Ciao.